Salut à tous. Il y a tout juste quelques instants, enfin peut-être il y a quelques heures, nous avons appris que Donald Trump a décidé d'annoncer un cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis. Nous avons entendu la même chose de sources iraniennes, des médias d'État et de responsables iraniens, comme le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Araghchi. Ce que nous savons jusqu'à présent, c'est que les deux parties ont convenu d'un cessez-le-feu de 2 semaines et que les négociations doivent commencer vendredi à Islamabad, au Pakistan. Donc je pense que la principale question est que s'est-il passé? Parce qu'aujourd'hui encore, nous en parlions et il n'y avait aucun signe de négociation. J'ai parlé avec le professeur Mirandi, j'ai parlé avec mes amis iraniens en Iran. Rien n'indiquait que des discussions se déroulaient en coulisses. Et aujourd'hui, nous avons appris que l'Iran avait annulé toutes sortes de messages adressés aux États-Unis. La question principale est donc, que s'est-il passé? Comment cela s'est-il produit? Je pense que cela va au-delà de ce qui s'est passé aujourd'hui, car vous vous souvenez que Donald Trump avait commencé à lancer ce genre d'ultimatum en parlant de 48 heures. Il a commencé avec 48 heures, puis 5 jours, puis 10 jours, et ensuite nous sommes revenus à 48 heures. Puis il a dit mardi à 20 heures. Alors vous pouvez vous demander, que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Pourquoi les États-Unis ont-ils décidé d'agir de cette manière? Je pense que la principale réponse, ou le point essentiel, réside dans ce qui se passe sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, c'est surtout qu'Israël est à court d'intercepteurs et que les États-Unis se défendent. Tous ces radars ont été détruits pendant cette guerre. Les plus récents se trouvaient en Israël. En ce moment, Israël n'a littéralement plus de radars majeurs pour se défendre. C'est l'un des principaux problèmes pour Israël à l'heure actuelle. Il faut comprendre que cette guerre, son concept même, vient du gouvernement israélien, de l'administration Netanyahou. Ils voulaient cette guerre depuis longtemps. Les États-Unis ont décidé d'y aller avec eux. Comme vous vous en souvenez, Marco Rubio a dit qu'il voulait attaquer l'Iran afin que la riposte iranienne soit une attaque contre les bases américaines dans la région. C'est pour cela que les États-Unis ont décidé d'attaquer l'Iran. Et comme l'a dit Marco Rubio, une attaque préventive. Mais ce n'était pas préventif, c'était un acte d'agression de la part des États-Unis et d'Israël. Mais après tout, pendant la guerre, l'Iran a réussi, vous savez, à évaluer toutes ces escalades de la part des Israéliens et des États-Unis. Alors ils ont décidé, souvenez-vous, au début de la guerre, de lancer des missiles et des drones. Ils ont frappé tout ce qu'il y avait dans la région. En gros, il ne reste plus rien à utiliser dans les bases américaines des pays du CCG. Les seuls radars qui fonctionnaient encore, d'une manière ou d'une autre, au moins la semaine dernière, étaient ceux d'Israël et de Jordanie. L'Iran a réussi à tous les détruire. Il me semble que la plupart des radars ont été détruits. En Israël, ces radars critiques ont été touchés. Du moins, c'est ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Alors regardez, cette image publiée aujourd'hui montre qu'un de ces intercepteurs en Israël, un missile intercepteur David Sling, provient du stock de 2026. Cela montre à quel point la situation est critique avec les intercepteurs. D'un autre côté, non seulement les intercepteurs et les radars ont été détruits, mais les États-Unis manquent également de missiles de croisière et de JASM. C'est pourquoi leur puissance offensive diminue aussi. Ainsi, sur le plan offensif comme défensif, ils ne sont pas en mesure de poursuivre le conflit, de continuer la guerre. Alors, quelle serait la solution à cela? Lancer un ultimatum, menacer les Iraniens, comme Donald Trump a essayé de le faire, en disant « Nous allons détruire la civilisation, nous allons tout détruire en Iran ». L'autre problème concernait le renseignement.
Ils n'ont pas réussi à atteindre ni à localiser les éléments essentiels en ce qui concerne la production de missiles, la production de drones, les points clés en Iran à frapper. Alors, que pouvaient-ils faire d'autre? Attaquer des universités, des ponts. Même aujourd'hui, nous avons appris qu'une synagogue avait été attaquée. Ils ont tout visé. Des hôpitaux, des installations civiles, même des usines pharmaceutiques, tout. Alors la question est, pourquoi ont-ils fait cela? Parce qu'ils ne disposaient pas de renseignements provenant d'Iran. Tout tourne autour de l'analyse du renseignement, de la puissance offensive, de la capacité défensive. Ils étaient tous épuisés du côté des États-Unis. Alors que pourrait-on faire maintenant pour changer la donne? Je pense que la dernière chose que l'administration Trump a tenté de faire, c'était d'intervenir dans la centrale de Natanz, à Ispahan, parce qu'ils pensaient pouvoir s'y rendre et trouver le 460 et atteindre l'uranium. Ils ont mené une sorte de raid dans le sud d'Ispahan qui a totalement échoué, avec de nombreuses pertes lors de cette opération. Ils n'en ont rien mentionné. Je ne sais pas si certaines de ces forces ont été tuées, mais il semble qu'il y ait eu de nombreux blessés pendant l'opération. C'est le deuxième problème auquel les États-Unis ont été confrontés. C'était la dernière option, car il manquait d'intercepteurs et de missiles de croisière. Alors, que pouvez-vous faire? Les bombardiers B-2, ils avaient encore des B-2 qui entraient en Iran et frappaient des cibles, mais il fallait aller profondément à l'intérieur du pays pour les atteindre. Ce n'est pas possible, car ils ont déjà essayé. Nous avions un F-15E intercepté par le système de défense aérienne iranien. Ils n'ont pas pu localiser les défenses aériennes. Ce sont des systèmes mobiles. Ils se déplacent dans des villes souterraines, en sortent, y retournent, et personne ne sait où ils se trouvent. Ensuite, l'autre point concernant le cessez-le-feu, vous vous souvenez que Donald Trump avait mentionné 15 points. Que contenaient ces 15 points que les États-Unis ont proposés aux Iraniens? Ce n'était pas vraiment une proposition, ce n'était pas une communication venant des Iraniens. Les États-Unis ont tenté de les contacter par l'intermédiaire du gouvernement pakistanais en envoyant un plan en 15 points au nom des États-Unis. En gros, c'était une capitulation totale pour les Iraniens. Qu'y avait-il dedans? Des restrictions sur le programme de missiles balistiques, aucune possibilité d'enrichissement dans le programme nucléaire, et ils devraient renoncer au détroit d'Ormuz. L'ouvrir, vous savez, le laisser comme il était avant le début de la guerre. Les points essentiels de ces 15 points représentaient simplement une capitulation totale pour l'Iran. L'Iran a dit « Non, nous n'allons pas faire cela ». Alors, qu'a fait l'Iran? Ils ont envoyé un contre-plan à ce que les États-Unis avaient proposé. L'Iran l'a envoyé il y a 2 jours aux États-Unis, et depuis, il n'y a eu aucune communication. Pas de discussion, pas de négociation, rien. Le gouvernement pakistanais ne faisait que transmettre les messages, en relayant celui des États-Unis à l'Iran, puis en renvoyant la réponse de l'Iran aux États-Unis. Ainsi, la dernière initiative de l'Iran a été d'envoyer ce plan en 10 points aux États-Unis. Et depuis, il n'y a eu ni négociation, ni discussion. C'est pourquoi, aujourd'hui, alors que nous parlions de la situation, il n'y avait toujours pas de discussion. J'ai parlé avec le professeur Morandi aujourd'hui. Aucune discussion, aucune négociation. Parce que l'Iran a déclaré que ces 10 points devaient être respectés. Sinon, il ne parlerait pas. Il faut qu'il y ait une sorte de solution permanente à ce qui se passe, à cette guerre. Et Donald Trump a déclaré mardi à 20h, « Je vais annoncer, je vais t'attaquer, je vais te détruire. » Mais dans son esprit, il essayait de faire de son mieux. Il pensait que les Iraniens allaient, d'une manière ou d'une autre, capituler. Dire « Oh, nous allons reculer, il va nous détruire,
il va utiliser des armes nucléaires et tout anéantir. Il n'a pas réellement mentionné les armes nucléaires. Mais quand on parle de détruire une civilisation, une guerre conventionnelle n'en est pas capable. Il faut aller au-delà. Il faut utiliser des armes nucléaires. Même J.D. Vance, aujourd'hui, en Hongrie, a déclaré que nous avons dans notre arsenal des outils qui n'ont pas encore été utilisés et que nous pourrions donc les employer. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour exercer une sorte de pression psychologique sur le gouvernement iranien afin de le forcer à une forme de capitulation. Cela n'a pas fonctionné. Alors, si cela ne marche pas, que fait-on? L'Iran ne l'a pas fait. L'Iran, ils n'essayaient pas de négocier avec les États-Unis. Ils ont simplement envoyé un plan en 10 points, aux États-Unis. Il n'y a pas eu de négociation. Ensuite, Donald Trump lui-même a négocié. Il négociait avec lui-même. Personne n'était là pour négocier avec lui. L'Iran a simplement envoyé le plan en disant « Vous pouvez comprendre ce plan, vous pouvez être d'accord avec lui, ou nous ne conclurons aucun accord. Nous ne parlerons pas avec vous. » Donald Trump lui-même a décidé aujourd'hui de capituler en acceptant de négocier sur la base du plan que l'Iran a présenté, le plan que l'Iran a envoyé aux États-Unis. Alors la question est, que contient ce plan en 10 points? En gros, il stipule que l'Iran et les États-Unis ne s'attaqueraient plus jamais mutuellement. Cela signifie que les États-Unis, avec leurs alliés, ne lanceraient plus jamais d'attaque contre l'Iran. Premier point. Le deuxième point concerne le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, je pense, était l'un des principaux enjeux. L'idée était qu'ils attaquent l'Iran pour détruire ses capacités, provoquer un changement de régime, puis anéantir la capacité de l'Iran à produire des armes nucléaires. Mais l'Iran, jusqu'à présent, d'après ce qu'il a montré sur le champ de bataille, n'a pas besoin de bombes nucléaires pour vaincre les États-Unis et Israël dans la région. Ils n'ont pas besoin de ça. La bombe nucléaire, dans ce cas, c'est le détroit d'Ormuz. Ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz sera sous le contrôle du gouvernement iranien pour toujours. Pour toujours. Et ils vont le gérer. Ils vont, vous savez, faire payer tous ces pétroliers qui essayent de traverser le détroit d'Ormuz. Ils devront payer 2 millions de dollars par pétrolier ou par navire. C'est donc énorme. Car lorsqu'il s'agit de réparation et de dévastation, nous savons que cette guerre concerne totalement la dévastation, la mort et la destruction, non seulement en Iran, mais aussi en Israël. Nous n'avons pas beaucoup de couverture en provenance d'Israël. Personne ne rapporte ce qui s'y passe. Nous voyons les missiles se diriger là-bas, principalement depuis l'extérieur. Des images provenant de pays autour d'Israël qui prennent des photos ou des vidéos. Nous avons eu un peu de matériel ayant fuité de certains médias montrant la destruction de bâtiments, d'immeubles résidentiels. Mais dans l'ensemble, nous ne savons pas vraiment ce qui se passe sur le plan stratégique, en particulier concernant les installations clés en Israël. Israël a été profondément touché par cette guerre. Toute la société l'a été. La destruction est incroyable. Regardez Haïfa, Tel Aviv. On voit des scènes qui ressemblent à Gaza quand on observe ce qui se passe en Israël. Et pour revenir au point concernant le détroit d'Ormuz, je pense qu'en ce moment, le détroit d'Ormuz est le plus grand atout de l'Iran. C'est le point gagnant pour les Iraniens. Et l'autre point mentionné dans le plan en 10 points concerne le droit de l'Iran d'enrichir de l'uranium sur son propre sol. Cela va rester ainsi. L'Iran va enrichir de l'uranium sur son territoire. Cela ne changera pas. C'est pourquoi je pense que c'est important. En ce qui concerne les missiles balistiques, il n'y a aucune discussion à leur sujet. Aucune mention d'une quelconque limitation des missiles balistiques. Ce n'est pas inclus dans ce plan en 10 points. Toutes les sanctions, primaires et secondaires,
seront levées pour l'Iran. Cela remonte à George Bush et à ses sanctions dévastatrices qui, pendant de nombreuses années, ont maintenu l'économie iranienne sous pression de la part des États-Unis. Je pense que ce sera considérable s'ils avancent dans cette direction. Les forces des États-Unis, vous savez, doivent se retirer de la région. L'autre point de ce plan, en 10 points, concerne l'indemnisation versée à l'Iran. Je pense qu'enfin, nous allons apprendre que cette compensation passerait par le détroit d'Ormuz. Ce que l'Iran en tirerait, les revenus que les Iraniens obtiendraient grâce au détroit et la manière dont ils facturent les pétroliers, tous ces pays qui y transitent. Non seulement cela, l'Associated Press vient de rapporter il y a quelques instants que la gestion serait assurée par l'Iran et Oman. En gros, Oman est une sorte de partenaire de l'Iran dans cette région, car ils font partie de cette zone également. Mais cela va être dirigé par les Iraniens conjointement avec les Omanais. Les Omanais et les Iraniens vont le gérer ensemble. Et l'autre point, c'est que la guerre prend fin sur tous les fronts. Cela signifie que la guerre va se terminer non seulement entre les États-Unis et l'Iran, mais aussi entre Israël et le Hezbollah, ainsi qu'à Gaza. La partie délicate, selon moi, c'est qu'il est très difficile de contrôler Israël lorsqu'il s'agit du sud du Liban et de Gaza. Je ne sais pas dans quelle mesure les États-Unis sont capables de maîtriser le gouvernement Netanyahou. Mais après tout, en regardant ce qui se passe, je pense que beaucoup de gens soutiennent que ces 2 semaines de cessez-le-feu donneraient une certaine marge de manœuvre aux États-Unis. Ils veulent se renforcer, reprendre l'avantage, frapper l'Iran plus durement, peut-être avec de nouveaux missiles. Mais cela n'arrivera pas, car la capacité des États-Unis à produire ces intercepteurs est limitée. Ils ne peuvent pas les produire. Ils pourraient se battre et fabriquer ces missiles, mais cela ne se fera pas en 2 semaines. Je pense que rien de ce genre n'aidera les États-Unis en 2 semaines. Il faudra beaucoup de temps pour reproduire tous ces missiles de croisière, JASSM, ainsi que les intercepteurs à remplacer ou à renvoyer en Israël pour reprendre le combat. Mais l'autre point, c'est que la situation n'est pas seulement liée à l'Iran. Elle est aussi liée à ce qui se passe dans le sud du Liban, car les chars et les forces israéliennes sont détruits par le Hezbollah. Le Hezbollah a réussi à détruire des chars. Ils n'ont pas de chars, pas d'armes lourdes, pas de système de défense aérienne, mais ils savent comment combattre les Israéliens sur le terrain. Et même eux savent comment frapper les drones israéliens. C'est là le problème. Ce que les médias israéliens rapportaient aujourd'hui, c'est qu'ils ont sous-estimé le Hezbollah. Vous savez, les forces du Hezbollah ou sa sorte de domination dans le sud du Liban. Mais en ce moment, la réalité les rattrape, et durement. Ils apprennent. Vous savez, le fils du ministre de l'économie, Smotrich, son fils a été tué dans le sud du Liban. Cela montre à quel point la situation est critique, et le Liban sait comment se défendre. En tenant compte de tout cela, encore une fois, en revenant au Yémen et à Ansar Allah, ils ne font pas partie du jeu. Ils ne sont pas dans le jeu. Ils utilisent 2 ou 3 missiles tous les 2 jours, mais c'est tout. Ils ne font pas partie du jeu. Le détroit de Bab el-Mandeb n'est pas fermé. Donc l'Iran n'a pas utilisé tous ses atouts, ni toutes ses capacités, pour s'opposer aux États-Unis. Ce sont les États-Unis qui manquent d'intercepteurs, qui manquent de missiles de croisière. Je pense que les négociations, et certaines personnes affirment que ces négociations vont reprendre, vont pousser les États-Unis à attaquer l'Iran encore et encore. Je trouve cela considérable. J'en doute, car si cela arrivait, que leur resterait-il pour s'en prendre à l'Iran? Même avec les négociations actuelles, vous savez,
avant que tout cela ne se produise, les États-Unis disposaient d'une certaine marge de manœuvre pour exercer une pression psychologique, économique, militaire sur l'Iran. Si vous ne parvenez pas à un accord avec nous, nous allons vous attaquer. Nous allons vous détruire. Envoyez, vous savez, ces magnifiques porte-avions, 150 chasseurs, vers le Moyen-Orient, les envoyer en Jordanie. Ce sont d'énormes moyens, vous savez. Imaginez simplement ce qui se passait avant le début de cette guerre. Ils exerçaient beaucoup de pression sur le peuple iranien, sur le gouvernement, sur l'armée, psychologiquement. Donc en ce moment, cette pression n'existe plus. Ils n'ont plus aucun levier. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas intimider l'Iran avec la guerre, parce que l'Iran est déjà en guerre à l'heure où nous parlons. Les États-Unis et Israël savent ce que serait la guerre et ce qu'elle est, la réalité de la guerre, la tragédie de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Je pense que Donald Trump, stratégiquement, n'a rien gagné. I think Donald Trump strategically has gained nothing. He has achieved nothing, but he's losing strategically. Il n'a rien accompli, mais il perd sur le plan stratégique. Ce qu'il a accompli jusqu'à présent pourrait se résumer à la mort et à la destruction en Iran et en Israël. Voilà le total, c'est tout ce qu'il a accompli. Il a détruit de nombreux bâtiments civils en Iran. Il a tué beaucoup de gens en Iran. Voilà le bilan de l'administration Trump. C'est tout ce qu'il a accompli, rien de plus. Il a été vaincu stratégiquement. L'Iran va contrôler ce radar presque indéfiniment. Aucune limitation sur les missiles balistiques iraniens. Enrichissement d'uranium sur le sol iranien, cela va se produire. L'Iran négocierait, je pense, avec les États-Unis au sujet des armes nucléaires. L'Iran n'est pas intéressé, vous savez, par la poursuite d'armes nucléaires. Ils n'en ont pas besoin, car ils ont vaincu les États-Unis stratégiquement dans la région, avec Israël, sans utiliser d'armes nucléaires. C'est la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que l'Iran a l'avantage dans cette négociation. C'est pourquoi les États-Unis, on a vu Donald Trump publier que les négociations reposaient sur un plan iranien en 10 points. Ensuite, le ministre des Affaires étrangères iranien a publié la même chose, et Donald Trump a retweeté ce que le ministre iranien avait tweeté. Alors imaginez ce dont Mark Levin parlait hier soir. Il parlait de bombarder l'Iran, de détruire l'Iran avec des armes nucléaires. Et regardez ce qu'il vient de dire il y a quelques instants. Quoi? On va simplement les laisser là. Il n'y a rien que nous puissions faire et nous allons simplement nous en laver les mains. Pour moi, c'est moralement très difficile à accepter. Et ensuite, qu'en est-il du problème? Oui, arrêtons-nous ici. Quand il parle du peuple iranien, souvenez-vous, juste avec ce raid américain sur le sol iranien, ils ont essayé de faire quelque chose, de s'emparer de quelque chose en Iran et d'enrichir de l'uranium. 460 uranium enrichi, de l'uranium hautement enrichi. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avions le général Keane lors de ce briefing hier avec Donald Trump et Pete Hegseth. Quand le général Keane est monté au pupitre, il a mentionné les détails de cette opération. Ils l'ont appelé le plan de sauvetage du pilote, ce qui était un nom totalement faux pour l'opération. C'était un raid. Puis il a dit que quand nous sommes arrivés, tout le monde en Iran, avec des armes légères, des fusils, tout ce qu'ils avaient, nous a tiré dessus. Ils nous ont tiré dessus. Voilà la réalité à laquelle ils sont confrontés. On avait dit à Donald Trump qu'il allait s'y rendre, libérer l'Iran et délivrer le peuple iranien. Mais ce n'est pas la réalité de ce qu'ils ont vécu cette semaine avec le raid sur le sol iranien. C'est ça, la réalité. Je pense que l'autre point que Mark Levin évoquait, c'est « Allez-vous laisser le peuple iranien entre les mains de ce régime? Quelle est votre responsabilité à ce sujet? A-t-il peur du peuple iranien? Hier,
Il parlait de les bombarder, d'utiliser des bombes nucléaires contre eux. Et maintenant, il ne fait que le mentionner. Il a peur de l'Iran, et pourtant il dit vouloir faire quelque chose pour le peuple iranien. Ce type a un agenda, et ce n'est pas un agenda américain, c'est un agenda israélien. Je pense qu'il est évident pour nous tous comment ces gens manipulent les choses. Ils font partie des médias dominants, manipulant et utilisant les États-Unis comme un proxy contre l'Iran au Moyen-Orient. Ça suffit pour les États-Unis. Je ne sais pas combien de temps les États-Unis veulent tout sacrifier pour Israël et pour ce qu'Israël recherche, pour le soi-disant Grand Israël. Qu'est-ce que c'est? Qui va accepter cela? Israël est-il capable d'y parvenir? Non, ils ne le sont pas. Peu importe combien de bombes nucléaires ils possèdent. Cela n'a aucune importance. Et voici ce qu'il a dit. Je lisais ces déclarations. Le Hezbollah a tué plus d'Américains que l'Iran directement. Le Hezbollah, c'est l'Iran. Le Hezbollah tire encore des centaines de missiles sur Israël. Et nous avons ici un cessez-le-feu qu'ils ont déjà violé. Donc oui, l'argument sera, eh bien, ils n'ont pas le contrôle de ceci ou de cela. Mais s'ils n'ont pas le contrôle de ceci ou de cela, comment pouvons-nous même conclure un accord? Il y a beaucoup de questions complexes. Tu sais, tu te souviens qu'il y avait un cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël. Israël n'a cessé d'attaquer le Liban encore et encore, détruisant tout et tuant des gens. Ce type soutient que le Hezbollah va rompre le cessez-le-feu, mais en réalité, c'était Israël qui le faisait. Israël agissait ainsi avant même que la guerre ne commence. Ils attaquaient, tuaient des civils, détruisaient tout, dans le sud du Liban, à Beyrouth, à Dahiyat, dans ces régions du Liban. Donc, d'une certaine manière, en mentionnant cela, c'est comme dire que si cette guerre se termine et qu'on trouve une sorte de solution, on va laisser le Hezbollah tranquille. Le Hezbollah ne sera pas vaincu. Le Hezbollah est un mouvement de résistance au Liban. Tant que vous occupez la partie sud du Liban, le Hezbollah va riposter. Ils vont récupérer leur territoire. Ils vont se battre et ils ne vont pas s'arrêter. Je pense que c'est une victoire totale pour les actes de résistance. Je pense que les actes de résistance apprennent quelque chose qui n'existait pas avant le début de cette guerre. La résistance irakienne n'existait pas. Personne ne connaissait la résistance irakienne, le Hezbollah irakien. Mais depuis le premier jour, ils font partie de cette opération. Ils combattaient les États-Unis. Regardez ce qui est arrivé à l'ambassade américaine en Irak, l'une des plus grandes ambassades. C'est une immense, immense ambassade en Irak qui a été détruite. Tout a été détruit en Irak. Les États-Unis n'ont rien à y gagner. Regardez ce qui s'est passé en Irak. Vous savez, tous ces pays de l'OTAN y ont maintenu leurs forces pendant si longtemps, puis ils se sont tous retirés. Donc, plus de forces de l'OTAN, plus de forces américaines. L'Irak est libre, après tout. Une nouvelle vie s'annonce pour le peuple irakien. Une sorte d'air frais souffle sur l'Irak, je pense. C'est la différence. C'est pour cela qu'ils se battaient, parce qu'ils veulent s'aligner avec les Iraniens. Les actes de résistance vont se renforcer, vont prendre de l'ampleur. Je pense que ce qui se passe dans les pays du CCG est une énorme défaite pour eux. Pendant si longtemps, ils ont tout payé avec des bases américaines dans la région. Ils ont tout perdu. Les États-Unis ont échoué. Donald Trump n'a pas su les défendre pendant cette guerre, car sa principale préoccupation était Israël. Sa principale préoccupation était le changement de régime en Iran. Il n'a jamais eu l'intention de défendre aucun de ces États arabes du Golfe Persique. Voilà la réalité. Ces pays vont-ils tirer des leçons de ce qui s'est passé jusqu'à présent? Nul ne le sait. Mais l'Iran ne laissera pas les forces américaines revenir sur les bases. Aucun soldat américain ne reviendra. Aucune base dans le Golfe Persique.
Les États-Unis ont été écartés des pays du CCG. Ils ne reviendront pas. Bien sûr, ils peuvent encore avoir des agents de la CIA, et tout cela, cela se produit partout. CIA agents, all of that, it happens everywhere. But militarily, they've been removed. Mais sur le plan militaire, ils ont été retirés de la région. S'ils vont en Israël, s'ils y construisent une nouvelle base, cela n'aidera pas Israël, à mon avis. Parce que cette guerre d'usure dans laquelle l'Iran s'est engagé est d'une autre nature. Les États-Unis ne savent pas comment mener une guerre d'usure. Cela s'est produit aussi en Ukraine. La Russie a vaincu l'ensemble de l'OTAN en Ukraine simplement en menant une guerre d'usure. Rien de plus. Ils ne sont pas pressés. Ils n'ont pas besoin de détruire l'Ukraine. C'est pourquoi ils n'ont pas assassiné Zelensky, ni aucun des commandants de Zelensky. C'est pourquoi, en regardant la partie occidentale de l'Ukraine, elle est en grande partie intacte. La Russie n'a rien détruit. Russia didn't destroy anything. The war basically was fought in the eastern part of Ukraine. La guerre s'est essentiellement déroulée dans la partie orientale de l'Ukraine. Mais regardez ce qui se passe en Iran. Les États-Unis, lorsqu'ils ont manqué de cible, qu'ont-ils fait? Ils ont tout détruit. Tout. Hôpitaux, écoles, toutes sortes de bâtiments et d'installations. Je pense qu'ils vont préparer une liste pour que nous puissions voir ce que les États-Unis ont fait jusqu'à présent. Ce n'est pas une guerre. Si vous voulez mener une guerre, vous la menez sur le champ de bataille contre l'armée iranienne, en frappant des cibles militaires, pas des civils. Les civils que vous prétendez libérer, aidez le peuple iranien tout en frappant en même temps des civils et en détruisant des usines pharmaceutiques. You're hitting the civilians, you're destroying, pharmaceutical plants. This is so ugly. C'est vraiment affreux. Je pense que les États-Unis n'ont rien gagné. Ce fut une défaite stratégique pour les États-Unis. L'Iran n'a plus peur d'une nouvelle guerre. Si la guerre, disons, après 2 semaines de négociations et un cessez-le-feu reprend, l'Iran est prêt pour cela. Ils ont le temps de se renforcer. L'Iran a le temps de consolider son armée, de réparer, de faire tout ce qu'il faut dans le pays. Donc ce ne sera pas un point de victoire pour les États-Unis. Ce sera quelque chose d'intermédiaire. Ils doivent le comprendre. Ils doivent parvenir à un accord. Ce que nous verrons vendredi, nous avons appris que J.C.D. Vance va négocier à Islamabad, au Pakistan, avec des agents israéliens, je dirais, Steve Witkoff et Jared Kushner. Israeli agents, I would say Steve Witkoff and Jared Kushner. They're going to be with J.D. Vance, but Ils vont être avec J.D. Vance. Mais à mon avis, le principal négociateur serait J.D. Vance. Parce que les Iraniens, ils ne font pas confiance. Ils ne veulent pas parler avec J.D. Vance, avec Steve Witkoff et Jared Kushner. Ces gens-là ne sont pas, vous savez, personne ne croirait qu'ils cherchent une forme de raison, une sorte de cessez-le-feu, un cessez-le-feu permanent ou une solution durable à ce qui se passe. Chaque fois qu'ils négociaient avec les Iraniens, ils allaient en Israël. Ils faisaient leur rapport aux Israéliens avant de le faire aux États-Unis, au président des États-Unis. C'est ça le problème avec les États-Unis. C'est un énorme problème. Ce ne sont pas des diplomates. Ils ne savent pas négocier. Au moins J.D. Vance a une certaine dignité. At least J.D. Vance has some sort of dignity. Let's assume that J.D. Vance won't. He's going to be. Supposons que J.D. Vance veuille devenir le prochain président des États-Unis. C'est pour lui le moment idéal pour faire bouger les choses. S'il échoue, ce sera dévastateur, non seulement pour lui, mais aussi pour 2028. Je pense que ce serait la fin pour J.D. Vance. Mais il dispose de ce moment privilégié, de cette occasion en or, pour changer la donne, pour apporter quelque chose de nouveau à ceux qui ont voté pour Donald Trump, à ceux qui avaient placé un certain espoir en Donald Trump et dans le mouvement MAGA, l'espoir que cela transformerait la politique étrangère et intérieure des États-Unis. J.D. Vance peut changer les choses, non seulement en négociant avec les Iraniens et en trouvant une forme de solution en Iran, mais aussi en se rendant en Ukraine. Il faut mettre un terme à ces guerres sans fin. Cela ne profitera pas aux États-Unis. That's not going to help the United States. And this is
Et voilà, je pense que c'est la fin. Voyons ce qui va se passer avec ces négociations. Nous avons 2 semaines de discussion. Vont-ils prolonger cela? Cela semble possible. Voyons ce qui va se passer. Merci beaucoup. J'ai essayé de donner ma compréhension de ce qui se passe et de ce qui arrive en Iran. L'Iran n'a pas négocié. L'Iran a simplement envoyé un plan simple aux États-Unis pour voir s'ils étaient disposés à négocier. C'est pourquoi Donald Trump a décidé. Il a lancé un ultimatum. En gros, il a négocié avec lui-même, avec le document que l'Iran lui avait envoyé. Et après tout cela, il a décidé, j'ai une sorte de solution. Un cessez-le-feu arrive. C'est tout. C'est tout. Merci beaucoup et à bientôt. À demain. Thank you so much. And see you soon. See you tomorrow.